Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live by Nexem spécial transformation numérique. Vous le savez sans doute, le secteur social et médico-social est en train de vivre une mutation sans précédent. Entre le Ségur du numérique et le plan ESSMS numérique, l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mais aussi les professionnels, les personnes accompagnées, doivent pouvoir embarquer dans cette transformation. Il en va donc de la responsabilité des acteurs associatifs que de s'interroger sur leur organisation et la transformation de leur modèle au-delà d'un simple déploiement d'un outil. Alors notre émission se déroulera en 3 temps. Tout d'abord, notre séquence grand angle s'attachera à présenter les grands enjeux de cette transformation numérique pour le secteur. Ensuite, j'animerai une table ronde qui vous donnera quelques éléments de réponse sur le comment mettre en œuvre cette transformation ou comment gagner en maturité, se saisir des opportunités. Et enfin, j'aurai le plaisir d'interviewer Médizine de l'Agence du numérique en santé pour parler cybersécurité. Et tout de suite, place au grand angle. Alors bonjour à toutes les 3 mesdames, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc pour parler des grands enjeux de la transformation numérique pour notre secteur social et médico-social, je vais vous présenter tout d'abord. Donc Charlotte Pancoutot, vous êtes directrice adjointe du pôle ESSMS au sein de Nexem. Oui. Élodie Raymond, vous êtes chef de projet ESSMS numérique au sein du Cézanne, je ne sais pas comment on dit, Cézanne. Donc c'est un groupement d'intérêt public dont les missions sont d'accompagner les acteurs en santé dans le champ du numérique. On appelle également le Cézanne le grade d'Île-de-France. Tout à fait. Et Charlotte Pétré, vous êtes manager dans un cabinet de conseil qui est partenaire de Nexem sur de nombreuses questions, mais notamment celle du numérique. Il s'agit du cabinet Mazars. Donc bienvenue à toutes les 3. Ma première question, elle est pour vous, Charlotte. On a 2 Charlotte, oui. Pas facile, mais bon. À l'instar du sanitaire, pourquoi ça vaut le coup pour les associations du secteur social et médico-social d'investir cette question du numérique ? Est-ce que c'est un chantier incontournable pour nos associations ? Alors, le chantier du numérique, on peut aussi l'appeler transformation numérique. Et se poser la question de prendre le train du numérique, c'est aussi se poser la question de c'est quoi une transformation numérique ? Alors, ça fait quelques années qu'ont été lancés quand même des grands chantiers. Je pense notamment au programme ESSMS numérique depuis l'année 2019, en fait. Les pouvoirs publics ont lancé des grands programmes. Et c'est vrai que pour le champ social, médico-social, on a une enveloppe budgétaire qui a été allouée à hauteur de 630 millions d'euros. Alors, j'ai mon collègue Jonathan qui en parlera tout à l'heure, peut-être du programme ESSMS numérique plus particulièrement. Mais du coup, on a une transformation numérique qui intervient depuis une petite trentaine d'années quand même dans l'ensemble de l'économie. On n'est pas tellement différent des autres secteurs. Et sur le champ social, médico-social, on a une lumière qui est mise sur nos structures sociales, médico-sociales depuis je vais parler d'une petite dizaine d'années quand même. Ce serait dommage de ne pas prendre le train en route. Pour moi, la question n'est pas tellement de savoir s'il faut y aller, c'est quand j'y vais. Puisque le programme il est ouvert depuis 2019. On avait en 2025 une fin annoncée, mais la délégation nationale du numérique en santé est en train de se réinterroger et réinterroger sa feuille de route pour 2027, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Et du coup, je pense qu'il est grand temps d'y aller. La question étant de savoir comment on y va, comment on s'organise. C'est ce qu'on verra dans la deuxième table ronde. Est-ce que vous voulez compléter, mesdames ? Effectivement, comme le dit Charlotte, le médico-social et le secteur social reste un secteur qui a été quand même sous-investi sur le secteur du numérique pour plusieurs raisons. La première, c'est le volume de structures. On a un volume d'établissements qui est très important dans ces secteurs-là, mais aussi la disparité de ces structures et des types d'acteurs et des accompagnements qui sont proposés par les structures. Ça, c'est les premières raisons qui font que le médico-social et le social sont un secteur qui est un petit peu moins sous-doté par rapport au sanitaire dans le sujet numérique. Effectivement, comme le précise Charlotte également,
la transformation numérique, elle permet d'être un moyen d'améliorer les parcours des personnes et la coordination entre les professionnels. L'objectif de cette transformation, c'est vraiment cet enjeu de faciliter la coordination, la coopération au sein du secteur social, médico-social, mais aussi avec les secteurs sanitaires et les professionnels libéraux, dans le but d'améliorer les parcours de prise en charge des personnes accompagnées. Du coup, la transformation numérique, Élodie, elle sert la transformation de l'offre tout court, l'offre de services, et quelque part, ça change aussi les potentialités d'accompagnement des personnes. En effet, je dirais même que la transformation numérique, elle est au service du déploiement et de la transformation de l'offre pour plusieurs raisons et plusieurs leviers. Elle va permettre l'amélioration de la prise en charge des personnes accompagnées. Elle va aussi faciliter le décloisonnement de l'information entre les professionnels au service de l'accompagnement des personnes et faciliter l'accès aux soins au sens large pour les personnes accompagnées, mais aussi au service d'accompagnement. Donc pour toutes ces raisons, elle va permettre d'avoir un meilleur pilotage de l'offre d'accompagnement et donc une meilleure transformation de l'offre, une meilleure visibilité sur l'offre du secteur et in fine un meilleur pilotage des politiques publiques à destination du secteur. Et mon espace santé a un rôle à jouer sur ce thème ? Mon espace santé, c'est l'espace numérique de santé sécurisé pour tous les citoyens. Donc il permet à chaque citoyen d'avoir une vision consolidée de ses données de santé et médico-sociales. Il y a 4 grandes fonctionnalités dans mon espace santé. La messagerie sécurisée citoyenne qui va permettre de communiquer et de faciliter le partage d'informations entre les usagers et les citoyens et les professionnels. Le DMP, le dossier médical partagé, qui est adossé et accessible via mon espace santé et donc qui est la mémoire finalement du parcours médical pour tout citoyen. Une fonctionnalité de catalogue de services, donc il s'agit d'applications qui sont labellisées par l'État et qui sont référencées au sein de mon espace santé, et une fonctionnalité d'agenda qui est une agrégation de l'ensemble des rendez-vous qui sera pris par le citoyen. Donc effectivement, mon espace santé, ça va permettre aux personnes accompagnées, mais aussi à leur entourage, de se rendre acteurs de leur parcours, d'être vraiment au centre de ce parcours d'accompagnement, de ce parcours de soins, et donc de faciliter ce partage d'informations, ce décloisonnement, grâce à des systèmes d'information qui sont interopérables et sécurisés. Pour reprendre le sujet de la transformation de l'offre, Charlotte, comment la transformation numérique est un levier ? Alors, la transformation numérique est un moyen, en fait, dans la mesure où la transformation de l'offre, aujourd'hui, elle est déjà en marche dans notre secteur. Je mettrai quelques points de vigilance en avant par rapport à la façon dont on peut mener cette transformation numérique. C'est la notion d'interopérabilité. Et la notion également de protection des données. Élodie le disait tout à l'heure, on a des flux de données, des échanges de données entre professionnels de nos secteurs qui appellent un très fort niveau de protection. Et c'est quelque chose qui ne vient pas forcément en résonance avec les pratiques de nos professionnels aujourd'hui ou tout simplement la façon dont on est organisé. Donc la transformation numérique aujourd'hui, elle va impulser aussi une transformation finalement des usages et des pratiques de nos professionnels et va venir accompagner les transformations de l'offre des établissements dans la même façon. Et on parlait aussi de faciliter les parcours des personnes. Moi, je voulais témoigner d'une visite que j'ai faite récemment dans un Fab Lab. Alors, on n'est pas sur la transformation de l'offre à proprement parler, mais on accompagne les personnes dans leur parcours de vie. Et les Fab Labs, donc je pense à le Human Lab de la page 44, qui est c'est un laboratoire où on aide les personnes, et donc avec des nouvelles technologies, on a des imprimantes laser, on a plein de choses à disposition pour fabriquer des objets qui n'existent pas dans l'industrie. Donc on a aussi cette dimension-là, on n'est pas que sur nos organisations.
pour aider à fluidifier les parcours. Donc il y a la protection des données, il y a la façon dont on peut intervenir directement auprès des personnes qui en ont besoin. Et au niveau organisationnel, on le verra, il faut avoir une intention aussi en tant que gouvernance et dirigeance de nos structures, mais on en parlera certainement. J'avais une autre question pour vous, Charlotte. C'est plutôt comment penser son projet de transformation. Est-ce qu'il y a une manière stratégique de bien penser les choses ? Je dirais que le premier écueil à éviter, c'est de penser uniquement outils, de se dire que voilà, le numérique, ce sont d'abord des outils à mettre en œuvre. Il faut vraiment penser sa transformation au regard de son projet politique, les mettre en lien, questionner ses attentes, ses besoins, voilà, pour penser une transformation en fait, qui fasse sens. Il y a plusieurs éléments auxquels on peut réfléchir pour préparer sa transformation. Il y a bien sûr la place des acteurs. On a parlé de la place des usagers dans cette transformation, ce qu'on souhaite pour les associer, la question de l'autonomie, de leur accès aux données. Dans la place des acteurs, bien sûr, il y a la place des professionnels. Comment on questionne les pratiques des professionnels, comment on gère les compétences numériques qui ne sont pas toujours présentes dans les associations. On peut se questionner aussi sur la place de l'association dans son écosystème, que ce soit en termes d'échange, de partage de données, mais dans la coopération avec les acteurs, il y a un grand sujet de mutualisation aujourd'hui qui fait écho à la question des compétences que j'évoquais juste avant. Donc ça fait partie d'un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Et puis il y a encore d'autres principes auxquels on peut réfléchir dès le démarrage d'une transformation et qui émergent vraiment aujourd'hui dans le secteur. Ce sont les questions d'éthique numérique, de sécurité, on en a parlé, de sobriété numérique. On peut penser plus largement et en cohérence avec son projet, sa transformation dès le départ, avant d'aller dans la question de l'outil. Et puis si j'ajoutais peut-être un ou deux conseils, c'est vraiment de savoir d'où l'on part, de faire un état des lieux avant de se lancer dans sa transformation. Et puis peut-être de s'adresser aussi à des relais qui peuvent accompagner pour imaginer cette transformation, qui ont un petit peu l'habitude de ça. Je pense bien sûr aux ARS, aux collectifs SI, mais finalement aux acteurs qu'on représente aujourd'hui, notamment au GRAD, pour identifier bien ces questions et être accompagné. Oui, Charlotte, comment bien penser son projet stratégique ? Quelle est l'analyse de Nexem sur cette question ? Comme le disait Charlotte, le numérique, ce n'est pas qu'une question d'outils. Ça part d'abord d'une intention de la gouvernance de nos structures sociales, médico-sociales, qui serait et qui doit être alignée avec la dirigeance. Tout cela est repris dans donc une feuille de route pour soi dans chacune des structures et ça va se décliner dans un plan d'action. Alors la question c'est de savoir aussi quelle échéance on se donne parce que par exemple un projet de transformation numérique ça peut être avec un démarrage à 3 ans par exemple. C'est pas forcément immédiat, on se pose la question dès la conception. De savoir de quoi on va avoir besoin au niveau de chacun des ESSMS et en particulier je pense à des fonctions d'expertise qui pourraient être en interne. On se pose la question de savoir est-ce que j'ai les ressources en interne, un DSI, un RSI ou pas, ou est-ce que je me fais accompagner ? Et là, c'est tout l'intérêt d'être bien accompagné avec des partenaires, avec des institutionnels aussi. Donc du coup, pour moi, une des garanties de succès de transformation numérique, c'est de se poser un temps et de se donner une perspective, de ne pas se précipiter, mais de ne pas rater le train, de ne pas rester à quai non plus. Parce qu'il y a des opportunités quand même en matière financière Absolument. Qui se présentent et tout à fait. Il faut les saisir. Il faut les saisir, il faut y aller. Cette année 2023, on a 150 millions d'euros qui sont dégagés. Alors, pour se doter d'un DUI, d'un dossier de l'usager informatisé, certes, c'est un outil, mais ça induit des usages et une interopérabilité également. Et donc, on vient, en fait, avec cet outil, se transformer. C'est un cercle vertueux.
Tout à fait. Alors, par contre, il y a une dynamique de changement qui doit être enclenchée. Comment on fait pour embarquer les salariés? Est-ce qu'il y a Charlotte, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer. Est-ce que la communication doit jouer un rôle? Comment on mobilise toutes les parties prenantes? Effectivement, il y a des sujets d'acculturation. La communication est un outil. Après, la conduite du changement, elle se fait vraiment dans le temps long. On parle de projets effectivement qui sont sur une longue durée et on peut déjà en fait embarquer les acteurs dans la préparation de ce projet et tout au long du projet. On peut embarquer les acteurs à chaque étape et ça permet déjà de les acculturer, de les faire rentrer dans le projet. On parlait tout à l'heure vraiment du cadrage de la transformation numérique. Dès ce moment-là, on peut intégrer des professionnels, voire même des usagers dans cette action de diagnostic, d'état des lieux. Il y a des choses très intéressantes qui se font pour amener au-delà de l'état des lieux, vraiment sur l'aspect matériel, outils, pour faire un diagnostic de maturité SI et permettre aux professionnels de déjà réfléchir sur leurs pratiques et de se projeter dans la transformation. Donc ça se joue vraiment dès le démarrage. Et puis après, à chaque étape, notamment dans le lancement d'un projet, on peut impliquer les professionnels pour questionner les besoins concernant l'outil qui va être choisi et les impliquer dans ce choix. Des professionnels qui auront choisi leur outil seront forcément plus favorables à sa mise en place. Et puis après, tout au long des projets de déploiement, de toute façon, les professionnels sont directement impliqués. Donc impliquer directement les professionnels, c'est un vrai levier en complément de la communication qui est bien sûr un outil très pertinent qu'il faut mettre en œuvre de manière maîtrisée, communiquer assez tôt pour que les professionnels, les usagers ne soient pas surpris du changement et en même temps s'assurer de communiquer de manière juste, avec une information qui est complète et stabilisée pour ne pas créer d'inquiétude autour du projet. Et puis, c'est vrai que votre question était très tournée sur les salariés. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas oublier cette cible que sont les usagers dans la communication. Il faut conduire le changement auprès d'eux pour qu'ils puissent aussi se saisir des avantages de cette transformation pour eux-mêmes. Mais quand même, cette transformation numérique, elle porte en elle un enjeu de professionnalisation des établissements pour gagner en efficacité. Est-ce qu'Élodie, vous avez une analyse sur le sujet ? Oui, tout à fait. Il faut rappeler qu'un des objectifs de la transformation numérique, il est aussi de libérer du temps aux professionnels pour être dans l'accompagnement des personnes et dans la coordination. Donc effectivement, tout ce que l'outil numérique, même s'il faut se dégager de seulement être dans une logique d'un outil, tout ce que l'outil numérique peut apporter en termes de fiabilisation des données, indicateurs, notamment pour servir les directions et mieux maîtriser l'offre d'accompagnement, que ce soit au niveau de la direction de l'établissement, mais même au niveau d'une politique publique, va pouvoir permettre d'être dans une efficacité, une forme d'efficience sur le secteur. Vous confirmez, Charlotte ? Complètement, oui. Je pense que le numérique, c'est à la fois une opportunité et un levier sur ces thématiques-là. C'est une opportunité vraiment de réfléchir à ces pratiques professionnelles. Et je dis bien de réfléchir, attention, ce n'est pas l'outil qui transforme les pratiques, il doit toujours être mis au service de l'humain, que ce soit les professionnels, les usagers, mais c'est vraiment l'opportunité de les améliorer et en tout cas d'y réfléchir. Et puis c'est un levier, je pense, comme Élodie vient de le souligner, pour faire gagner du temps aux professionnels, mais sur bien d'autres sujets qui peuvent être des points de difficulté aujourd'hui dans les établissements. Ça permet de fluidifier l'échange et le partage. On le voit avec les outils du Ségur numérique. Ça permet bien sûr la sécurisation dont on a parlé. Ça permet une meilleure coordination entre les professionnels. On a des plateformes e-parcours qui sont sur ce volet-là. Ça permet, encore une fois, à l'usager d'être en meilleure possession de ces données. Donc c'est aussi un levier fort pour cette transformation, effectivement. Un mot de la fin peut-être, Charlotte, sur ce virage numérique pour les associations ? Alors, on se demandait à quel moment prendre le virage. Moi, je me dis simplement de ne pas le rater. Voilà. Bon, ce sera le mot de la fin pour cette première table ronde. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous pour parler de cette transformation numérique. Je vous libère pour laisser place au débat.
bonjour à tous les trois. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler donc transformation numérique dans le secteur social et médico-social. Vous êtes Tony Bessot, je vous présente dirigeant de la société Synapse, qui est une société qui accompagne les associations du champ médico-social dans la transformation numérique. Monsieur Philippe Passy, vous êtes directeur de Ressourcial, qui est un partenaire de Nexem de longue date sur les questions numériques. Et enfin, Jonathan Rice, vous êtes conseiller transformation numérique chez Nexem. Voilà, donc bienvenue à tous les trois. Donc j'avais une première question qui concerne le déploiement du dossier usager informatisé, le DUI. Donc ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que l'évaluation, le diagnostic, c'est une bonne manière de commencer pour se lancer dans le déploiement de ce DUI et comment procéder? Est-ce que l'un de vous veut commencer à répondre à cette question? Moi, je veux bien commencer en disant que c'est non seulement une bonne manière de commencer, c'est indispensable. Ça fait partie des prérequis pour se lancer dans un projet, pour faire évoluer le dossier usager informatisé. Il faut faire ce diagnostic de la maturité de toutes les dimensions du système d'information. Donc ça va de la gouvernance à la sécurité en passant par les différents systèmes. Et pour ça, il y a un outil qui existe notamment, qui est une grille construite par l'ANAP et qui permet de mener ce travail. Et c'est vraiment une première brique pour déployer un projet qui va être très structurant dans l'utilisation du logiciel métier. D'accord. Est-ce que vous confirmez que cet outil de l'ANAP est approprié? Oui, effectivement, l'outil de l'ANAP est très intéressant pour faire un diagnostic technique de ces éléments-là, mais je pense qu'aujourd'hui, la réussite d'un DUI, elle passe aussi par l'accompagnement au changement de nos professionnels, et donc par un passage d'études des usages et des besoins qu'ont nos professionnels. Et c'est sur cette colonne vertébrale-là que le DUI trouve son sens et s'appuie sur un certain nombre d'autres outils et applicatifs autour du SI, et bien sûr sur un socle solide. C'est ça. Je suis d'accord avec vous tous, effectivement, et peut-être pour avoir une idée d'une démarche en entonnoir, c'est-à-dire qu'on va devoir poser un diagnostic général de son système d'information, et comme tu l'as dit, c'est effectivement important d'élargir le sujet, pas seulement le dossier de l'usager, il y a plein d'autres composantes dans le système d'information, et avoir cette vision d'entrée, cette compréhension d'entrée que c'est un système, ça doit faire système, tout l'ensemble des applicatifs métiers, et pas des briques verticales indépendantes, et qui doit s'asseoir sur une infrastructure technique, matérielle, mais qui aussi doit amener des professionnels dans leur métier, mais en tout cas, si on revient sur le dossier de l'usager, à exercer leur métier au bénéfice des personnes accompagnées. Et quand on dit ça, selon la nature de l'activité, on n'aura pas la même réponse, on n'aura pas le même besoin si on est dans la dictologie, dans le social, dans le médico-social et dans le médico plus que social ou dans le social plus que médical. Et donc faire ce diagnostic sur d'où je pars et voir où je dois aller, c'est important. L'outil de l'ANAP pose effectivement les grands axes, les grandes rubriques avec des indicateurs assez marquant quand on a le résultat sous les yeux. Et puis du coup, ça nous donne aussi autant de billes pour préparer notre cahier des charges spécifique à la consultation qu'on doit faire sur le dossier d'usager. Très bien. Autre question, c'est celle de la feuille de route. Comment on réalise un schéma directeur de son système d'information? Comment on structure les choses? Comment on est sûr qu'on est dans la bonne direction? Est-ce que vous qui accompagnez des associations quotidiennement, quels sont vos conseils à ce niveau-là? On peut reprendre finalement l'enchaînement de la question précédente. On a cette démarche systémique de voir l'état des matériels, l'état des logiciels, l'état des réseaux. Il y a une partie infrastructure technique qu'il faut auditer et mettre à la mesure de nos besoins. Parce que c'est encore une fois pas la même chose si on est tout le monde en service à domicile ou si on est uniquement dans des établissements et notamment aussi sur l'usage qu'on doit faire d'un réseau Wi-Fi, si on veut aller faire de l'action au plus près du résident, ou si on n'a pas besoin de cette dimension-là, la couverture d'un établissement, si je reste sur cet exemple d'infrastructure matérielle. Et puis, du coup, se doter de ce schéma directeur, ça va nous permettre de faire une feuille de route et d'annualiser un petit peu, de séquencer un petit peu les choses, à la fois parce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs, donc on ne met pas l'applicatif avant d'avoir le serveur et d'avoir l'infrastructure. Et deuxièmement, outre cette planification
technique et financière, ça donne aussi de la compréhension à nos professionnels. Voilà la transformation qu'on est en train d'opérer autour des systèmes d'information dans ma structure. C'est parfois pas simple à comprendre pour tout un chacun, et la conduite du changement, elle passe par là aussi. Communiquer sur pourquoi je réalise ce schéma directeur, cette feuille de route, et donner la compréhension à tout un chacun en disant l'application dossier d'usager, elle va intervenir en 2023, 2024, puis on s'attaquera au chantier autour du planning, donc autour des RH, puis voilà, et chacun comme ça se sent concerné et suivra les évolutions à mener autour du numérique dans sa structure. Il faut acculturer les salariés. Exactement. Je vais rejoindre Philippe, la feuille de route, c'est un vrai sujet pour moi. Alors effectivement, diagnostic technique, diagnostic d'usage et de besoin, mais c'est un vrai outil de diagnostic, enfin de communication pour les instances dirigeantes. Et c'est le moment aussi pour beaucoup de structures de poser une gouvernance du numérique et de se dire comment je la pilote en interne. Et je peux faire appel à un prestataire, si ce n'est pas un sujet, qui va faire ma feuille de route, mais comment je me l'approprie, comment je la pilote, avec les variables environnementales qui peuvent être le Covid, qui peuvent changer une feuille de route, avec les variables environnementales, les ressources qui peuvent diminuer dans des conditions particulières. Et c'est avec tout ça, ça permet en tous les cas à une gouvernance et de la poser, de se dire bon, bah, comment j'oriente ce schéma directeur-là avec mes grandes stratégies, mes grands objectifs. Et puis je décline un plan opérationnel de projet que chaque année je vais revoir, que je vais potentiellement ajuster parce que personne n'est Madame Irma et à la boule de cristal et sait pour les 5 prochaines années où on va. Mais on a posé des grands objectifs, une vision. Et puis moi j'ai tendance à dire qu'une feuille de route c'est aussi d'éliminer les petits cailloux dans la chaussure et de se dire bon j'avais des petites choses qui me bloquaient, ça je les élimine et je les mets en œuvre et je mets en œuvre des projets, des plans d'action très rapides, des fameux quick wins sur lesquels je vais... Et on fait abstraction de ça et on met aussi en place, pour moi, un élément qui est très important, un élément de confiance dans le numérique entre des professionnels qui sont parfois en position de fracture du numérique, VS du numérique qui peut parfois faire peur avec ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend, etc. Donc on vient aussi donner du sens à tout ça et de se dire que le numérique, il apporte aux finalités, il a une finalité pour la personne accompagnée, une personne âgée, une personne en situation de handicap, et elle vient apporter ce service-là. Et justement, pour l'accompagnement des personnes, est-ce que vous avez une approche spécifique pour les embarquer un peu dans le projet ? Oui, je laisserai la main après Philippe, mais il y a certaines associations qui ont des comités de personnes en situation de handicap. Par exemple, j'ai une association pour qui je l'ai faite, et on est venu échanger avec les personnes en situation de handicap. Quel est, vous, votre projet du numérique ? Donc, c'est d'avoir la télé dans la chambre, c'est d'avoir l'enceinte connectée, c'est d'avoir accès à mon projet personnalisé quand je veux partout, etc. Ensuite, on fait souvent des thématiques avec les administrateurs des associations. Vous, administrateurs, qu'est-ce que vous attendez d'une association, etc. Et puis après, collectivement, on fait travailler l'intelligence collective des managers, des éducateurs, etc., des aides-soignants, des infirmières, sur c'est quoi leur usage. Et puis, nous, on a une stratégie de dire, on est dans un monde parfait, un peu stratégie océan bleu, tout est beau, tout est rose, vous définissez ce que vous voulez. Puis nous, on vient y remettre l'échelle du temps, l'échelle de la ressource financière, l'échelle de la réalité économique, et qui vient nous rattraper en disant, voilà, ce projet-là, effectivement, il est beau, mais il sera peut-être difficilement faisable pour telle ou telle raison. Ou s'il doit être fait, il faut trouver des ressources financières ailleurs, aller chercher des programmes SMS, etc. etc. Donc, globalement, ça permet ça, quoi. Ok. Donc il y a l'aspect numérique, à moins que vous vouliez compléter ce que vient de dire M. Vaisseau. Oui, simplement, effectivement, l'implication de l'usager, la personne accompagnée, est importante. Elle n'est pas toujours, encore une fois, en fonction de la nature de l'accompagnement et de la nature de la personne, n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, c'est important et on sous-estime, enfin, en tout cas, il ne faut pas sous-estimer leurs besoins et la pertinence de leurs besoins. Tu as dit sur des outils classiques de visio, de téléphonie et de télé, mais il y a aussi de la domotique qui rendent fier service sur pas mal de situations. Et les attentes de ces usagers sont importantes à prendre en compte. Elles font partie de l'accompagnement qu'opèrent les professionnels auprès de ces usagers-là. Et puis effectivement, c'est important là aussi de pouvoir impliquer tous les acteurs, usagers et professionnels, dès le début du besoin pour contribuer à la bonne appropriation de ces sujets-là.
Très bien. Donc l'aspect financier, Jonathan, cette question était pour vous. Quels sont vos conseils pour les associations qui nous regardent? Quels sont les conseils pour financer cette transformation numérique et comment, donc du coup il y a le plan SMS numérique, comment on se l'approprie? Quels sont les conseils que Nexem peut avoir sur ce sujet? Alors c'est une vaste question et financer la transformation numérique, malheureusement on ne peut pas le faire en un bloc. Donc partant de ce que vous disiez tout à l'heure sur la feuille de route, de ce qu'on priorise, il y a des choix à faire sur ce qu'on va transformer en premier dans le système d'information d'une structure. Et ce sur quoi il y a davantage urgence à trouver des financements et des ressources. Donc effectivement, le grand chantier du moment, c'est le programme SMS numérique qui s'inscrit dans le Ségur numérique en santé, qui est un programme de grande ampleur. Pour le social et le médico-social, l'enveloppe sur 5 ans est d'environ 600 millions d'euros. Et à date, il y a plus de 11 000 ESMS qui ont été bénéficiaires d'un financement. Ce qui est financé, ça dépend de la taille de votre structure. Si vous comptez moins de 15 ESMS, vous avez potentiellement droit à acquérir ou à faire évoluer votre logiciel de dossier usagé informatisé et potentiellement également à l'échelle de votre projet, vous pouvez bénéficier d'une aide à la chefferie de projet, d'une aide à la maîtrise d'ouvrage et, si besoin, de financement matériel. Donc ça peut être des équipements, comme Philippe le disait, liés à l'infrastructure ou à l'équipement en ordinateur, en matériel suffisant pour que suffisamment de professionnels ou d'usagers puissent bénéficier des logiciels qui vont être déployés. L'idée, c'est vraiment de mettre en œuvre des dossiers usagers informatisés qui sont capables de communiquer avec le système d'information de santé, qui connaît lui aussi de grandes transformations. On parle de Mon Espace Santé, qui est l'espace numérique de santé ouvert à tous les citoyens. Et dans le domaine du soin, il est nécessaire de pouvoir alimenter cet espace santé avec des données. Pour le faire de manière sécurisée, pour le faire avec la donnée pertinente liée à l'accompagnement, il faut que les logiciels où on va saisir la donnée d'accompagnement des personnes, les DUI, soient capables d'avoir cette interface-là. Donc, il y a quelques prérequis, on le disait tout à l'heure, il faut avoir fait son diagnostic, il faut avoir étudié son besoin. Si dans votre structure, vous avez moins de 15 ESMS, il sera nécessaire pour porter un projet de vous regrouper, de vous associer potentiellement avec d'autres structures qui s'équipent du même logiciel. L'enjeu est de pouvoir financer des projets qui ont une certaine ampleur, une certaine surface. Et il est nécessaire également que le logiciel vers lequel vous allez soit référencé Ségur, donc soit validé par l'Agence du numérique en santé ou en cours de validation. Il faut que ce logiciel puisse communiquer avec Mon Espace Santé. Ok. Et ça, ce n'est que le début. Et pour plus de détails, il y a évidemment une instruction qui a été publiée mi-janvier. Et donc le projet s'étend d'aujourd'hui concrètement à fin septembre. Et vos ARS, vos grades, vos collectifs SI également, sont des référents de qualité pour vous accompagner sur la procédure de dépôt de projet, de construction de votre projet. C'est important de le faire en dialogue également avec ces acteurs. Très bien. Donc, vous parliez de coopération, de mutualisation. Est-ce que vous avez des conseils, messieurs, en la matière? Vous avez une expérience sur le domaine. Effectivement, la carte de la mutualisation, elle devient indispensable quand on a une taille, il y a une taille critique. Donc, comment on entre dans ces mutualisations? Quels sont les écueils à éviter? Sur la mutualisation, effectivement, elle trouve tout son sens grâce au plan SMS. Même si elle avait du sens depuis très longtemps, Ressourcelles en est la preuve, existe depuis un certain temps sur ce sujet-là. Et elle a accéléré avec l'arrivée du plan SMS, puisque lorsque vous réunissez un certain nombre de structures EHPAD sans avoir un pilote et que vous nommez un chef de projet, comment vous gérez et pilotez ce chef de projet-là sans avoir une compétence interne qui va l'avoir. Ça peut être parfois difficile. Il y a du coup la crise de le recrutement. Le numérique n'est pas épargné par la crise des recrutements et des profils. Et donc, à un moment donné, s'est posé la question pour un certain nombre de structures, pourquoi on ne mutualisera pas, pourquoi on ne coopérerait pas? La difficulté, elle est souvent dans la gouvernance de la mutualisation et de la coopération. C'est qui pilote cette personne-là. Et donc, nous, c'est vrai qu'on a fait un choix chez Synapse de proposer des prestations et de proposer des chefs de projet qui vont aider effectivement les acteurs du médico-social à avoir des bonnes ressources. Et puis au final, le SI ne s'arrête pas au DUI.
il ne s'arrête pas à la chefferie de projet. Et petit à petit, il ne s'arrête pas non plus au plan SMS, qui est une phase d'amorçage. L'État le veut comme une phase d'amorçage pour entre guillemets, capitaliser sur les enjeux du numérique. Et c'est là où en fait, on s'est rendu compte que de là, on y avait des problématiques sur la finance, on avait des problématiques sur la RH, des problématiques sur l'infrastructure. Et au final, le secteur médico-social a besoin de coopérer et mutualiser puisque les ressources sont chères, les ressources sont difficiles à trouver et donc difficiles à fidéliser. C'est-à-dire que même quand on les trouve, au bout d'un moment, chef de projet, vous savez, il a tellement de boulot autour de lui qu'il finit par se dire tiens, je vais aller à droite, à gauche. Et donc, on est quand même bien plus fort ensemble. Et puis, il y a un vrai sujet de fond. J'entends parler des ressources. Mutualiser, c'est aussi massifier. Et donc, quand on massifie son infrastructure, qu'on massifie l'achat de postes, qu'on massifie l'achat d'applications, on gagne du temps, on gagne de l'argent. Et donc, pour certains acteurs, c'est beaucoup plus facile du coup d'y accéder puisque la charge devient récurrente. Le SI devient, j'ai tendance à dire que le SI devient comme une charge comme l'eau, l'électricité dans nos bâtiments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne ferait plus un bâtiment sans une connexion Internet et sans avoir des applications autour de ça. Donc, forcément, cette charge-là, elle est là. Et comment on la prend en compte, comment on la digère, entre guillemets, et comment on trouve les moyens de la financer, même si les fiches CEPOM intègrent maintenant la dimension SI. Il y a encore des structures pour lesquelles il y a encore un peu de chemin. Donc la mutualisation coopération vraiment apporte un vrai avantage aux acteurs médico-sociaux. Tout à fait d'accord. Et pour compléter, peut-être, c'est, je dirais, commencer simple, commencer petit. Le projet du dossier de l'usager, pour le coup, ce n'est pas le plus simple et ce n'est pas le plus petit, mais en tout cas, dites-vous mutualiser sur un périmètre commun. Et ça, c'est peut-être le conseil aussi qu'on peut donner, c'est OK, mutualiser pour mutualiser, très bien, mais quoi? Qu'est-ce qu'on veut mutualiser? Et est-ce qu'on est sur une vision commune d'un objectif? Donc c'est essentiel quand on va parler du dossier de l'usager. Ensuite, avoir la compétence de gestion de projet, de management des équipes derrière qui vont déployer la solution, ça en découle. La première chose, c'est d'être en commun sur un objectif, sur une vision. Et puis, quand je disais commencer petit, c'est, comme tu l'as dit, mutualiser sur l'achat de postes. On risque rien à travailler ensemble sur une action comme ça. Je pense qu'il faut effectivement se donner la chance d'apprendre à se connaître quand on commence à travailler, à mutualiser, apprendre à se connaître, faire des choses bornées, cadrées, petites. Voilà, l'achat de matériel, ça engage à pas grand-chose. Borner, cadrer le plan SMS numérique, la mise en place du dossier de l'usager, on s'entend sur le périmètre de ce projet. Là, encore une fois, ce n'est pas si petit que ça, mais voilà, on sait qu'on s'entend sur, on va mettre en œuvre ensemble un dossier de l'usager. Ensuite, on pourra exploiter ce dossier de l'usager à notre façon si l'action ne doit pas aller plus loin. Mais en tout cas, on aura collaboré ensemble pour la mise en œuvre, on aura mutualisé des compétences et on aura de toute façon bénéficié de visions croisées sur une approche autour de l'accompagnement, autour de la gestion des process d'admission. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir croiser entre nos structures. On apprendra de bonnes pratiques et on donnera de bonnes pratiques à l'autre. C'est finalement, ce que je veux dire par là aussi, c'est cette notion de un peu gagnant-gagnant. Si je mutualise, c'est pour amener quelque chose à l'ensemble, à l'équipe là, avec qui je mutualise, mais c'est aussi pour en prendre. Donc, amener peut-être que de la ressource financière pour payer le poste, mais c'est aussi peut-être justement mettre à disposition cette compétence que moi j'ai eu la chance de pouvoir recruter en interne, je la partage avec vous, c'est amener une vision, un savoir, une compétence sur la qualité, les fiches, encore une fois les process d'admission par exemple, voilà, c'est ça. Et donc, en résumé, voilà, n'hésitez pas à mutualiser sur des choses, apprenez à vous connaître, sur des choses simples. Et puis, derrière, en cadrant les choses, en bordant, on arrive à aller loin. Et de toute façon, pour finir, je pense que peu de structures pourront se payer toute l'équipe qu'il est nécessaire d'avoir. Même les grosses. Même les grosses. Il faut avoir des reins sacrément solides pour avoir un RSSI, un responsable de la sécurité des systèmes d'information. C'est un métier d'abord qui est rare, donc c'est un métier en tension. Donc pour arriver à recruter, c'est pas simple. Pour le fidéliser, tu l'as dit, c'est pas simple. Mais c'est des salaires qui sont relativement élevés, forcément, compétences rares. Donc il y a une offre de marché qui est comme ça. Et donc avant de justifier d'avoir un équivalent temps plein que je sois en capacité, moi, en tant que structure médico-sociale, de financer,
On connaît les structures, on connaît l'état des financements, c'est pas simple. Par contre, le besoin, il est omniprésent, aujourd'hui, et encore moins que demain, donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et partager un temps restreint, parce que le besoin, il tient sur quelques jours par mois quand même, mais là, ça fait du sens. Donc moi, tout seul, je ne pourrais jamais me payer le poste de RSI, de DSI, mais pourquoi pas de technicien également, hein. Il ne faut pas non plus, là aussi, c'est des compétences rares, qui se raréfient en tout cas, et donc mettre à l'échelle d'un groupe sur des profils comme ça, ça fait parfaitement sens, et ça amène de la valeur à la structure. Et si les choses sont effectivement partagées, cadrées, il n'y a pas de crainte à avoir sur de la fuite de données, de l'appropriation, de la gestion de plus de l'un que par rapport à l'autre. Pas de concurrence. La concurrence entre structures médico-sociales, on sait la cadrer à travers les projets de mutualisation. J'avais une question. Est-ce que du coup peuvent coopérer des associations qui n'accompagnent pas le même type de public? Ou faut que ce soit... On peut, puisque le SI, si je prends la couche infrastructure, elle est la même pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. Alors après, c'est les applicatifs. Et moi, j'ai tendance à dire qu'il y a une application qui peut être vraie, mais au sein même, parfois même de la même association. J'ai déjà vu un DUI qui est très bien sur un périmètre. On se dit, on va intégrer le circuit du médicament. Ah, mais le circuit du médicament, on va chercher une autre application. Ah, puis on fait de l'aide à domicile. Ah, l'aide à domicile, on va aller chercher une autre application. Donc au final, il y a une couche basse, les fondations de la maison, entre guillemets, qui sont quasi les mêmes, qui s'ajustent un petit peu selon les problématiques et les contraintes de chacun. Chacun, il va, Philippe le disait, si quelqu'un va aller plus loin sur la partie technique, moi j'ai quelques clients qui ont mutualisé juste de la hotline. Juste d'avoir quelqu'un qui répond à une problématique, etc. Donc ça, ce sont des bases communes. Et puis après, chacun a des applications. Mais au final, dans le secteur médico-social, les applications, on les retrouve quasi souvent les mêmes. On a souvent les mêmes problématiques. Le DPO, le délégué à la protection des données, on a le même problème. La loi de finances sur l'obligation de la dématérialisation des factures, on a la même problématique. Le DUI, on a la même problématique. Le SIRH, donc le système de ressources financières, de ressources humaines, pardon, on a les mêmes. Les ressources financières, on a les mêmes. Donc on retrouve globalement à chaque fois les mêmes éléments. Par contre, c'est le processus qui est différent, mais la base du logiciel est la même. Donc on gagne forcément du temps quand vous avez un chef de projet qui est rendu à son 4e déploiement de l'outil qualité, par exemple. Il va beaucoup plus vite et il connaît là où il y a eu des éléments sur l'usage et besoins sur lesquels il fallait creuser. Donc oui, c'est tout à fait possible. Okay. Donc il y a aussi la question de l'accompagnement. Est-ce que c'est intéressant de se faire accompagner par un spécialiste? Jonathan, qu'est-ce que Nexem conseille en la matière? Est-ce que l'accompagnement doit durer dans le temps? Est-ce qu'il faut avoir une personne vraiment dédiée sur le sujet? Pour rebondir sur ce que disait Philippe tout à l'heure, pour des compétences pointues, des domaines d'expertise, alors qui peuvent être la sécurité informatique, la protection des données ou la technique liée à l'infrastructure, on ne peut pas forcément toujours avoir d'une part une personne ou une task force, une petite équipe de personnes qui soit à la fois compétente sur le sujet, qui soit disponible et qui avance en équipe. Donc d'abord, l'enjeu, c'est de trouver la compétence liée à un besoin précis. Si dans ce besoin-là, c'est pertinent d'avoir une personne en interne ou une équipe de personnes en interne qui sont capables de répondre à cette problématique et que ça matche aussi avec le budget qui peut être alloué, c'est potentiellement souhaitable d'avoir ces personnes-là. Ensuite, il faut les fidéliser, les faire grandir, faire en sorte qu'elles puissent être challengées techniquement également et qu'elles restent suffisamment longtemps pour aller au bout de leur mission. L'avantage, vous le disiez tous les deux, d'avoir une prestation, qu'elle soit dans le cadre d'une prestation de service non mutualisée, mutualisée éventuellement, ou de ressources mutualisées entre plusieurs organismes, c'est d'avoir ces interventions, cette expertise-là qui va être disponible, actionnable là où on en a besoin, et qui représente un poids peut-être moindre aussi sur le budget. L'idée aussi, c'est de pouvoir bénéficier des retours d'expérience des autres. Tony le disait, sur une problématique qui a eu lieu hier dans une structure qui a eu un incident de sécurité. Si demain, dans l'association B, ce même incident ou un incident du même type se reproduit, les experts
qui seront intervenus sur la précédente auront gagné de l'expérience et auront peut-être plus de facilité, d'efficacité en réaction à cet incident-là. Donc l'idée de pouvoir recourir à des prestataires qui interviennent sur de multiples organismes gestionnaires, c'est aussi d'avoir cet enrichissement des retours d'expérience des uns et des autres. Très bien. Vous voulez compléter peut-être, messieurs, sur vous qui accompagnez des associations? Les deux sont possibles. Parfois, on intervient en tant que prestataire et on fait en fait de sorte de régie. On est là en externe, mais on est complètement impliqué dans les comités de direction. Les équipes sont quasi, des fois même dans les services. Parfois, on intervient plutôt en expertise. C'est-à-dire qu'il y a déjà des ressources dans les associations. Un DSI, un RSI, ça dépend des structures, ou un technicien. Et en fait, le technicien qui fait les gestes de proximité a besoin à un moment donné avec les directeurs ou directrices d'établissement d'avancer sur une feuille de route. Donc là, on intervient 3 jours, 4 jours par-ci, par-là pour les aider. En fait, il y a vraiment... nous, on s'adapte sur ces éléments-là. Maintenant, pour moi, l'élément qui est important, c'est que le SI, c'est un long chemin. Ce n'est pas l'achat d'une prestation qui va, entre guillemets, tout changer. Vous achetez une feuille de route, vous achetez un schéma directeur, et puis après, vous vous dites, bon, bah, moi, j'en ai plus besoin, maintenant, je la pilote. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Et l'expérience montre que ceux qui ont acheté des feuilles de route, qui ont été faites par des experts et qui n'avaient pas de ressources en interne, ont eu des difficultés ensuite à l'amener. Non, pour moi, on est plutôt là pour accompagner, aider step by step, doucement, sûrement, comme disait Philippe tout à l'heure, avoir des éléments de confiance. Pour moi, il y a un sujet qui est là, c'est et quand on mutualise, qu'on coopère ou qu'on achète de la prestation, il y a une relation de confiance qui doit être mise en œuvre avec les différentes parties prenantes pour y arriver, puisque le SI, ça fait peur pour certains, alors qu'au final, le SI, il doit juste être au service du besoin, au service des usages et au service des personnes accompagnées. Le reste, il n'existe pas. Pour moi, la dépense SI, c'est souvent ce que je dis, on dit « ah, ça coûte cher ». Je dis « attention, le SI, il doit apporter quelque chose ». Donc s'il n'apporte rien, soit on l'a mal calibré, soit il n'était pas forcément utile. Donc il doit vraiment être là pour apporter dans les usages de la simplification, apporter de la fluidité. Je n'ai pas peur de le dire, mais je le dis souvent dans le médico-social, apporter de la productivité. C'est-à-dire qu'il y a des sujets de productivité qui doivent être aussi présents dans les ESAT, par exemple, etc. Ça doit aussi être là. Puis il doit amener de la sécurité. Puis du partage d'informations. Jonathan le disait tout à l'heure, via la messagerie de santé, via le dossier médical partagé, via un certain nombre de sujets. Donc le SI, c'est un ensemble, c'est un écosystème numérique qu'on doit mettre en œuvre avec des ressources, avec de la technique, avec la gouvernance. Et ce n'est pas toujours simple de le faire seul dans son coin. Donc moi, j'invite les gens à coopérer, mutualiser, acheter de la prestation, peu importe, ce qui correspond à leurs usages et leurs besoins au final. Oui, et juste pour te contredire, mais c'est bien, un peu de contradiction. Oui, non, juste rebondir sur le peu importe, en fait. C'est pas tant peu importe, enfin, juste, c'est un peu de l'humour, bien sûr, mais c'est un point d'attention quand même, c'est quand on va se faire accompagner par un extérieur, un externe, prestataire, peu importe sa forme. On peut avoir en face de nous une certaine catégorie de geeks, finalement, qui vont proposer de la solution sur étagère sans qu'elle soit hyper adaptée, ou trop dimensionnée, ou sous-dimensionnée. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que le secteur, et vous le vivez tout le temps, au quotidien, bien sûr, il est à une phase de transition, de transformation, d'accélération de la montée du numérique, de digitalisation des métiers. Ça, c'est encore vraiment ce qu'on est en train de vivre. On est en train de passer ce cap. On avait jusqu'à présent un certain nombre de structures qui étaient plus ou moins avancées dans la mise en œuvre d'un système d'information et bien structuré, bien organisé, sécurisé. Et puis aujourd'hui, on voit l'accélération qui se passe et donc la digitalisation des métiers elle est en train de s'opérer. Donc ce n'est pas encore des réflexes innés dans les populations de dirigeants, mais non plus dans la population de structures qui vendent du service, qui vendaient du service jusqu'à présent à nos établissements. Et donc, qui ne vont pas adapter leurs propositions forcément à l'objectif d'aujourd'hui et celui de demain, parce qu'on n'investit pas juste pour 5 minutes, on investit pour un petit peu de long terme. Donc c'est un point d'attention là-dessus, à dire, ok, je dois acheter du service ou de la prestation ou du matériel, mais est-ce que je me fais bien conseiller par quelqu'un qui a compris quels étaient les objectifs du secteur ? Donc voilà, il faut ni trop geek, ni trop conservateur peut-être là-dessus. C'est là où la feuille de route, pour Jean-Philippe, c'est là où la feuille de route est importante.
C'est-à-dire que l'usage et le besoin du numérique, c'est le médico-social qui le connaît. C'est l'établissement, c'est la direction. Et effectivement, je rejoins Philippe, il y a autour de nous des personnes qui vont, entre guillemets, vous demander votre monde pour vous donner l'heure, quoi. Et ça, il y en a. Puisque historiquement ça se passe comme ça, etc. Donc je pense que ce qu'apporte Ressourcial, mais ce que peut apporter Synapse, c'est une expertise du médico-social en s'appuyant sur des experts du numérique autour de nous pour justement fournir une prestation à la juste valeur. Une prestation des retours d'utilisation. d'expérience, d'utilisation. Exactement. Et c'est là où, pour moi, est toute la différence de ces structures-là qui connaissent le secteur, qui savent comment il est, qui savent que, bah oui, effectivement, quand vous allez implémenter une solution de dématérialisation, je sais pas moi, des factures, si vous la mettez dans le privé, ça va peut-être aller plus vite que dans le médico-social. Il y a un accompagnement au changement peut-être plus fort, il y a des process différents. C'est la particularité du médico-social. Et seules des structures qui connaissent le médico-social peuvent effectivement l'apporter, cet élément-là. Sur mon élément que je disais tout à l'heure, c'était de dire peu importe la prestation que vous allez acheter, si c'est de la prestation, de la mutualisation, de la coopération, elle doit répondre à votre usage. Si elle ne répond pas, ça ne sert à rien. Comme disait Philippe, c'est une structure qui va vous vendre un logiciel geek et vous allez utiliser 20% du projet. Moi, j'ai tendance à dire, faut transformer l'essai. C'est à partir de 80%, on commence à se rendre compte que la solution, elle est intéressante. Si vous avez une structure dans laquelle une application, vous utilisez 20%, elle va vous coûter cher et en fait, elle va vous apporter très peu de services. Donc, c'est sur ces éléments-là sur lesquels il faut être vigilant, c'est de ne pas surdimensionner et pas sous-dimensionner non plus. Donc, c'est ça où les structures comme Ressourcial ou comme Synapse vont apporter une expertise en disant attendez, là vous n'êtes pas prêt à mettre ça, ne déployez pas tout d'un coup, faites des lots, etc. Donc on va apporter ces retours d'expérience-là qui va leur permettre effectivement de construire leur feuille de route et de réaliser, de réussir la transformation numérique de leur établissement. C'est ça. Et surtout que ça boucle un petit peu avec ce qu'on disait au début sur la manière d'impliquer les professionnels, d'impliquer les personnes qui vont se servir des outils qu'on déploie, quelle que soit la thématique, quel que soit le besoin auquel répondent ces outils. Il faut que ce soit perçu comme apportant de la valeur, comme un outil utile dont je me sers pour mon travail au quotidien en tant que professionnel. Et c'est pour ça qu'il faut que j'ai pas la perception d'un outil dont on se sert peu ou qui est une usine à gaz, parce que ça génère une perception d'échec, même quand on utilise des outils performants sur une petite partie de leur périmètre. Et cette perception d'utilité chez chacun des professionnels qui va s'en servir, c'est un élément vraiment indispensable pour que les projets soient des succès, en fait, et que la transformation numérique dans sa démarche, que toute la feuille de route puisse avoir du succès, parce qu'une équipe qui a vécu un projet qui a été déployé avec succès, un outil qui apporte de la valeur va être davantage favorable à accueillir de nouveaux outils par la suite. Et on capitalise sur la perception de succès qu'on a eu dans les projets précédents. Une dernière question pour conclure, Jonathan. Est-ce que toutes les associations peuvent et doivent embarquer dans la transformation numérique ? Je pense que oui, c'est une opinion, encore une fois, avec les conditions qui sont faisons-le de manière à répondre à des besoins. Il faut que ça réponde à un besoin d'accompagnement. Les associations ont des missions et c'est ça qui prime. Le système d'information, les gadgets, les outils innovants qui sont à la mode quand on va parler d'intelligence artificielle et d'autres, des outils, des solutions cloud, etc., elles doivent être au service du projet associatif, au service de la mission et des personnes que l'on accompagne. C'est indispensable. Quoi qu'il en soit, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté cette invitation. Je vais vous libérer pour accueillir mon invité de l'interview. Médisine, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Mehdi, vous êtes responsable de projet au sein de l'équipe médico-sociale de l'Agence du numérique en santé. Peut-être tout d'abord, vous pouvez présenter ce qu'est l'ANS et quelles sont ses missions, ses principales missions. Merci pour l'invitation. Oui, donc l'Agence du numérique en santé, on est une agence de l'État qui accompagne et qui aide à l'amélioration du système de santé au travers des établissements, des professionnels, des usagers, autant du secteur public et privé, via la transformation numérique. Et donc dans ce cadre-là, nous avons trois grands rôles, trois grandes missions.
La première, celle de régulateur, c'est-à-dire avoir des règles communes de régulation et d'échange pour l'ensemble du secteur. Un exemple qui est en lien avec le sujet du jour, qui est la PGSSI, donc la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé, et qui permet de donner un corpus documentaire pour l'ensemble de l'écosystème sur comment sécuriser un système d'information en santé. On a un deuxième rôle d'opérateur, c'est-à-dire que l'on conçoit et on déploie des grands programmes nationaux de e-santé pour équiper et pour accompagner l'écosystème au travers d'outils performants et sécurisés. Ça peut être le cas du répertoire opérationnel des ressources qui permet de décrire l'ensemble de l'offre du secteur sanitaire, médico-social et social et qui permet d'avoir une offre harmonisée pour l'ensemble du secteur. Et enfin, le dernier rôle, c'est de promoteur et de valorisateur de la e-santé, c'est-à-dire accompagner, déployer les initiatives de la e-santé, qu'ils soient au niveau national, régional et aussi local. Ok, bon, un panel de missions assez important. Je voudrais revenir sur celle de la sécurité. C'est l'objet de notre interview. Qu'est-ce que le risque cyber pour les acteurs du social et du médico-social? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi il retourne? Quels sont les risques réels pour les associations? Le risque cyber, si on veut le définir très rapidement, c'est un risque opérationnel qui est lié aux usages du numérique et de ces outils. Pour une association, ce risque opérationnel va être lié à l'intégrité des données. Et donc on a plusieurs risques autour de sa perte, la perte de données, la fuite de données, qui peut être un risque majeur pour l'association et surtout pour les usagers qui l'accompagnent. Et donc une association qui se fait attaquer, qui a ce risque cyber, on peut avoir plusieurs conséquences, elles sont nombreuses, mais si on peut les résumer, il y a déjà une question d'image. Une association qui perd ses données, ces données sont fuitées sur Internet, on a un risque d'image pour l'association, et étant donné que c'est de plus en plus médiatisé, et donc la confiance peut se perdre, que ce soit des usagers, des aidants auprès de cette association, où on confie les données pour qu'ils puissent prendre en charge des personnes vulnérables. On a aussi un impact financier, on l'oublie un peu, mais dès lors qu'on se fait attaquer, l'impact financier peut être important. Reconstruire un système, récupérer des informations, c'est un coût important, et donc l'impact est majeur. Et pour les associations du secteur social et médico-social, ce n'est pas négligeable cet impact financier. Et on a aussi le dernier, même s'il est moins évident dans le secteur social et médico-social, c'est l'impact autour de parcours de la personne, même si c'est moins sensible que pour un hôpital, pour une structure sanitaire, il reste tout de même difficile, dès lors qu'on perd les données de l'usager, de retrouver son parcours, de pouvoir le prendre en charge au sein des structures. Ok, c'est clair. Donc pas mal de risques. Vous êtes co-auteur d'un guide intitulé « Le cyberrisque en 13 questions ». Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc ce guide, il vient d'un constat que l'on a tous fait collectivement. On a beaucoup de documentation autour de la cybersécurité. Elle est très riche, très variée pour tous les niveaux, mais on n'en avait pas forcément ciblé pour le secteur social et médico-social. Et on sait combien le secteur, si la documentation, si les actions ne sont pas adaptées au secteur, il ne va pas forcément se sentir concerné. Donc au travers de ce constat, on s'est dit qu'il fallait choisir une documentation qui serait adaptée. Et donc on a pris l'excellent guide de l'ANSSI, qui est le guide de la cybersécurité en 12 questions pour les TPE-PME, en se disant finalement que les besoins de ces très petites ou petites et moyennes entreprises seraient un bon équivalent pour une association du secteur médico-social et social. Et à partir de ce guide, on a co-construit, on a adapté ce guide pour le rendre lisible pour le secteur. On a travaillé donc avec l'ensemble de l'écosystème, que ce soit les ARS, les GRAD, la CNSA, les fédérations et évidemment aussi les professionnels des établissements. Et donc dans ce guide, on a un objectif, c'est qu'il soit pédagogique et simple. L'idée, c'est qu'un directeur d'un établissement, qu'il soit expert ou pas du tout expert du sujet numérique et encore moins du sujet cybersécurité, puisse le prendre en main, qu'il puisse voir ces 13 questions qui sont
simplement écrite et surtout lui apporter un premier niveau de réponse sur comment je dois faire, qu'est-ce que je dois faire pour répondre à chacune de ces questions qui vont venir construire un peu les premières actions que peuvent mener le secteur social et médico-social autour de ces sujets de cybersécurité. Et enfin, pour aller un peu plus loin, on y a associé une grille de maturité à chacune de ces questions qui est en lien avec des travaux que l'on mène autour d'un observatoire du numérique sur les systèmes d'information et qui permet pour chacune de ces questions de se positionner finalement où je suis aujourd'hui. Est-ce que je fais quelque chose ou je ne le fais pas du tout? Et je peux comme ça me positionner où j'en suis aujourd'hui et où j'en serai plus tard dès lors que j'aurai répondu à la question et ainsi comme ça évaluer son degré de maturité et surtout son évolution. Bon, une approche très pédagogique donc sur ce guide. C'est ça. Admettons, je suis dirigeant d'une petite association. Je n'ai pas encore de budget vraiment dédié sur ces questions du numérique et en particulier de la cybersécurité et pas vraiment de compétences en interne. Comment je peux me prémunir contre les risques? Est-ce que vous avez des conseils de base pour ça? Bien d'utiliser le guide, de le lire, de l'ouvrir. Il a été fait pour ça, pour le secteur, pour qu'il soit simple pour tout le monde, notamment parce qu'on le sait que dans le secteur social et médico-social, tout le monde n'a pas d'équipe, que ce soit même d'équipe autour du numérique et encore moins autour de la sécurité, qui sont des expertises rares et assez coûteuses. Donc l'idée de pouvoir se servir de cet outil et qu'est-ce qu'on va retrouver si on veut essayer de se retrouver dans ces questions et de ce qu'on doit faire. En général, dans la cybersécurité, on peut y associer deux grands types d'actions autour de la prévention et autour finalement du côté curatif. Alors que je n'ai pas encore été attaqué et au moment où je suis attaqué, qu'est-ce que je dois faire et les étapes un peu de remédiation. Il y a quelque chose dans la cyber que l'on dit très souvent, on ne se dit pas si je vais être attaqué, mais finalement quand je vais être attaqué. Donc une partie importante et qui peut être faite pour toutes les associations du secteur social et médico-social, notamment dans le volet prévention, c'est de sensibiliser. Un point important, le vecteur d'attaque, comme on dit en cybersécurité, le plus facile finalement, et ce sont les utilisateurs, ce sont les professionnels. Ça passe par, on reçoit tous des mails qui se font passer pour une institution ou qui se font passer pour quelqu'un d'autre, et dès lors que l'on clique sur la pièce jointe ou dès lors que l'on rentre des identifiants, et à partir de ce moment-là, c'est déjà trop tard. Donc déjà, sensibiliser les professionnels pour qu'ils soient aguerris à faire attention, à protéger, c'est ça, à repérer, à protéger, faire attention sur les mots de passe, ce genre de choses. Voilà, c'est toutes ces actions-là qui ne demandent pas une grande expertise, qui demandent alors évidemment un peu de temps et un peu de volonté, mais qui sont faciles à mettre en place. Et un deuxième volet intéressant aussi à travailler, c'est la préparation. Finalement, c'est quand je me fais attaquer, c'est pouvoir se préparer et savoir ce que je dois faire, parce que c'est toujours la difficulté, c'est quand ça arrive, et sur le moment, je ne sais pas quoi faire. Et c'est important d'avoir quelques notions pour être prêt, et lorsque ça arrive, essayer de le réduire au maximum, ces risques cyber. C'était ma dernière question, justement. Si une association est victime, que c'est déjà un petit peu trop tard et qu'elle n'a pas lu le guide en amont, qu'elle ne s'est pas préparée, est-ce qu'il y a quelles sont les actions possibles? Comment on se met en ordre de marche pour réparer le problème? La communication déjà, très vite communiquer auprès de l'ensemble de l'association sur ce qui arrive. Après, il y a des actions simples sur le fait de se déconnecter d'Internet, déconnecter son système d'information d'Internet pour éviter de propager le risque. Faire appel, dès lors qu'on a la chance de l'avoir, à ces équipes, qu'elles soient internes ou externes, pour qu'elles puissent travailler sur des actions de remédiation et limiter le risque cyber et donc aussi protéger les données, c'est extrêmement important. Et après, il faut aussi faire appel aussi à l'écosystème. Une association n'est pas seule. Il y a des acteurs, que ce soit au niveau local, la gendarmerie, on l'oublie, mais la gendarmerie est un acteur très fort autour de la cybersécurité. Ils ont des équipes et ils aident les acteurs locaux à se protéger et dès lors qu'ils se font attaquer, à retrouver leur système d'information. Et après, vous avez évidemment les GRAD, donc les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé, qui sont des acteurs
acteur extrêmement important autour de la cybersécurité qui accompagne les acteurs de la région dès lors que ça soit en amont, pendant et aussi après, les agences régionales de santé et tout cet écosystème qui peut aider l'association dès lors qu'il se fait attaquer, car elle est jamais seule dès lors que cela arrive. Bon, très bien. Je vous remercie pour tous ces conseils et d'être venu jusqu'à nous pour cette interview. Notre émission touche maintenant à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivie et j'espère qu'elle vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Live by Nexem. Au revoir.